Merci de nous recevoir chez vous sur Financial Afrique. Bienvenue à toutes et à tous dans le grand débat. Alors, nous parlons aujourd'hui du sommet Africa Forward, autrement sommet Afrique-France, qui s'est tenu les 11 et 12 mai 2026 à Nairobi, au Kenya. Donc, durant ce round qui se tenait pour la première fois en Afrique anglophone, le président français s'est proclamé panafricaniste. En a-t-il le droit? On en parle dans le grand débat d'aujourd'hui avec Adam Awad, le directeur de publication du magazine Financial Afrique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Dominique, bonjour Rivo, bonjour chers auditeurs. Également avec Rivolola Ratimondrezi, CEO de la RDE, rencontre des entrepreneurs comme à l'accoutumée. Bonjour et bienvenue. Bonjour Dominique, bonjour Adama, bonjour à l'équipe technique et bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, donc je le disais tantôt, nous allons faire un zoom sur ce qui s'est passé il y a quelques jours à Nairobi au Kenya. Et donc, je le disais tantôt, donc en 2 jours, 23 milliards de dollars ont été signés lors de ce rendez-vous. Qu'en est-il concrètement? Est-il question de la suppression ou de la restructuration des dettes africaines? Je vais commencer avec Adam Awad. Oui, écoutez, je suis panafricaniste, c'est le mot fort qu'on tire de ce forum tenu, de ce sommet. Et qui a fait couler beaucoup de salive. Qui a fait couler beaucoup de salive. Donc, de ce sommet tenu les 11 et 12 mai 2026 à Nairobi. Alors, le président Macron est aussi panafricaniste que Ange Félix Patassier, ancien président de la Centrafrique, était gaulliste, comme il aimait à le dire. C'est un concept, le panafricanisme, qui appartient pas aux Africains, mais à ceux qui pensent que l'Afrique doit s'unir, l'Afrique doit favoriser son intégration politique et économique. Et je lui prête le bénéfice du doute, parce que il y a 10 ans, jour pour jour, à Ouagadougou, il y avait eu ce fameux discours, mais peut-être qui a été occulté par quelques saillies dont le président Macron est familier. On se rappelle de qui va réparer les climatiseurs lancés à l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Donc, et aujourd'hui, à Nairobi, il y a eu encore beaucoup de saillies. Mais le fait de dire qu'il est panafricaniste, je pense qu'on peut le lui prêter ce bénéfice du doute, parce que moi je pense que la France est beaucoup plus panafricaniste que certains pays africains, puisque c'est dans ce pays qu'on a eu quand même un Bakayoko qui est devenu maire. Là où je pense que dans beaucoup de capitales africaines, le même Bakayoko, même né en Afrique, dans ces pays-là, serait renvoyé à son pays d'origine. La France est plus panafricaniste que les Africains. Vous partagez cet avis, Rivo? Alors que certains pays est plus panafricaniste que certains pays africains, comme l'Afrique du Sud, où on a vu quand même cette vague de xénophobie qui a fait des centaines de victimes, comme je peux dire même certains pays d'Afrique centrale qui ont réformé leur code de nationalité pour introduire ce concept de nationalité de souche, pour parler du cas du Gabon. Donc je pense que là, si je mets ces pays par rapport à la France, où on le voit à Paris, on le voit dans certaines villes, c'est l'un des rares endroits où tu vois toute l'Afrique réunie, avec aussi des chances égales pour tout le monde. Je peux dire que quelque part, en tout cas sur ces aspects-là, la France est plus panafricaniste que certains de nos pays, et c'est malheureux de le dire. Et je reste un petit peu, c'est ce qu'avait dit le président Abdoulaye Wade en Côte d'Ivoire de l'époque. La Côte d'Ivoire de l'époque, quand il a dit que les Burkinabés se sentaient beaucoup mieux à l'aise à Paris qu'à Abidjan. Là, le débat est lancé. Ok, effectivement. Donc, je voulais juste dire en fait que, comme dit un proverbe africain, le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. C'est-à-dire que le président Macron est libre, en fait, de dire il est panafricaniste. Comme Adama l'a rappelé tout à l'heure, moi aussi je peux dire finalement que moi je suis un révolutionnaire. C'est-à-dire que les propos, il est libre. Maintenant, regardez un petit peu en fait par rapport au concept. Parce qu'Adama semblait dire effectivement que le président Macron, il était plus panafricaniste finalement que certains pays africains. Alors, l'histoire rapidement, peut-être toujours bien de regarder un peu l'histoire du panafricanisme. C'est une idéologie qui est née dans la diaspora. C'est ça peut-être il faut rappeler. C'est-à-dire qu'avec un Trinidadien qui s'appelle Sylvester Williams,
en 1900. Donc le concept apparaît pour la première fois en 1900, avec le congrès, en fait, le tout premier congrès panafricaniste qui a eu lieu à Londres. Ensuite, nous avons eu en fait des grandes figures. Il y avait lui, il y avait William Dubois, aux États-Unis. Voilà. Ensuite, il y a Marcus Garvey. Ça, c'est les figures en fait prédominantes en fait du moins du panafricanisme en fait venant de la diaspora. Maintenant, du côté africain, nous avons des personnes comme Kwame Nkrumah qui a avec Sékou Touré, avec Cheikh Anta Diop. C'est des figures marquantes. En fait. Voilà. Léopold Sédar Senghor, mais pour moi, je ne le classe pas parmi les panafricanistes parce que par rapport à son parcours politique, il était beaucoup plus en fait la preuve pour aller plus vite dans la déclaration de Monrovia et puis dans la déclaration de Casablanca, qu'on appelle Léopold Sédar Senghor. Il faisait partie avec Houphouët-Boigny dans la partie en fait déclaration de Monrovia qui a la ligne qui a gagné pour faire en fait l'ancêtre de l'Union africaine, l'OUA, en 1963. Donc le concept c'est quoi? En fait c'est un cri de ralliement. C'est ça, en fait, le panafricanisme. C'est-à-dire, comme Adama l'avait évoqué, c'est-à-dire qu'ensemble, à l'unité, unis, nous sommes beaucoup plus forts que divisés. C'est ça, en fait, le panafricanisme. Donc, d'où toute la démarche de Marcus Garvey, le fait de ramener toute cette, qu'on appelle ça, là, toute la diaspora africaine éparpillée dans le monde pour qu'ils puissent revenir, en fait, à la terre-mère. C'est ça, en fait, le panafricanisme. Donc, l'idéologie de panafricanisme, c'est que Kwame Nkrumah, avec Sékou Touré, avait fait en 1960 le fait de dire qu'il faut qu'on monte les États-Unis du moins d'Afrique. C'est ça, en fait, le panafricanisme. Donc, il faut que nous unissons. Maintenant, ça, je ferme la parenthèse. À la lecture de ça, quand le président Macron dit que lui, il est panafricaniste, est-ce que dans la démarche de la France, est-ce que la France prône l'unité, en fait, africaine? Je ne pense pas. Peut-être il y a l'intention, peut-être lui-même, mais dans les actes et puis dans les faits, je ne le pense pas. Et je partage l'analyse d'Adama qui me fait vraiment mal au cœur, effectivement, que j'irai pas jusqu'à dire que la France est plus panafricaniste que certains pays africains, mais je déplore juste, à juste titre, les actes, en fait, de xénophobie qui sont entre nous. Parce que ça, c'est pas le panafricanisme. Justement, le panafricanisme, c'est que nous devons nous réunir parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Et Adama l'a si bien rappelé tout à l'heure, en disant que ce qui se passe en Afrique du Sud doit nous interpeller. Ce qui se passe d'ailleurs aussi dans certains pays, le fait de voter des lois pour exclure les Africains. C'est-à-dire que, par exemple, Tanzanie, c'est-à-dire que là, on a cité le Gabon, mais n'oubliez pas la Tanzanie. Et puis, j'ai l'impression... C'est le petit commerce. Effectivement. Et donc, j'ai souvent l'impression que, entre nous, il y a ce souci-là. Donc, maintenant, pour ne pas trop monopoliser la parole, c'est que dire que la France est plus panafricaniste que certains pays africains, je doute. Mais dans l'état actuel, dire que beaucoup de pays africains ne croient plus à cette idéologie de panafricanisme, c'est un fait indéniable. Alors, donc, je le disais tantôt, en 48 heures, il y a eu plusieurs accords qui ont été signés et donc le montant s'élève à 23 milliards de dollars. Alors, qu'en est-il concrètement? À quoi doivent servir ces 23 milliards? Mais comme tu sais, Dominique, toi, tu couvres plusieurs événements, conférences via Financial Afrique. Comme disait la fable, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Ça, pour moi, ce sont juste, du moins, des grandes promesses pour mettre sur la table, en gros, dire voilà, on va investir 23 milliards. Et d'ailleurs, j'ai regardé les détails. Ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé les détails. C'est-à-dire que, donc, en fait, en termes de répartition, donc, en gros, 60% apportés par la France, aux alentours de, 60% de 23 milliards, et le reste, je pense qu'aux alentours de 9 milliards par les Africains. Et j'ai regardé un peu en détail dans quoi, en fait, ils veulent investir. Ils veulent investir dans la transition énergétique. Mais, je veux dire, déjà, transition énergétique, l'intelligence artificielle, l'agriculture, l'économie bleue, peut-être, j'ai pas bien compris, en fait, l'économie bleue, l'industrialisation et je pense la santé. Et puis, je plie un autre domaine. Et quand je regarde, pour moi, la répartition des investissements, là où le bas blesse pour nous, l'industrialisation, il ne représente que 300 millions, en fait. Or que l'économie bleue représente quelque chose de, je sais plus, en fait, plus de milliards, en tout cas. Donc, c'est juste pour dire, en fait, c'est que l'investissement, non seulement, donc l'investissement, on ne sait pas, pour moi, c'est juste un effet d'annonce, mais par rapport à notre priorité, est-ce qu'on peut dire que les pays africains, notre priorité aujourd'hui, c'est l'économie bleue? Je ne pense pas. Notre priorité, c'est le développement de notre industrie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce qu'on peut dire que notre priorité, c'est la transition écologique? Même si c'est un sujet important, mais dans l'état actuel de nos économies,
Est-ce qu'on peut dire que c'est ça aujourd'hui notre priorité? Je ne le pense pas. Donc, une fois encore, ça que je le dis, c'est-à-dire que c'est juste un effet d'annonce avec un agenda propre à ceux qui donnent, comme disait quelqu'un, c'est-à-dire que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Donc, nous, malheureusement, nous suivons, mais pour moi, les 23 milliards, c'est juste un effet d'annonce. La preuve, on en parle et puis on en débat, mais on peut en parler d'ici quelques temps. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose. Je viens vers vous, Adama. Les 23 milliards, ce n'est qu'un effet d'annonce. L'Afrique a des priorités et la répartition de ces 23 milliards ne répond pas aux priorités du continent. Vous êtes de cet avis? Alors, il faut segmenter, effectivement, ces 23 milliards. Il y a une bonne part qui vient du pôle public français, donc l'État français, l'Agence française de développement, Proparco, BPI et j'en passe. Maintenant, la bonne nouvelle, à mon avis, c'est l'implication du secteur privé franco-africain dans une vision de partenariat gagnant-gagnant. Comme par exemple, je peux citer l'investissement annoncé par EcoBank, qui est la première banque africaine par le nombre d'agences pays, pour soutenir la trade finance, c'est-à-dire accompagner le commerce, l'export-import africain, sachant que la dépendance du continent par rapport aux produits énergétiques, aux produits alimentaires, quand même, est une donnée qu'on ne peut pas occulter. Il y a aussi l'agence pour l'assurance à l'import ATIDI, qui est aussi très engagée. Et d'ailleurs, la France rejoint le rang des actionnaires. Donc ça aussi, c'est quelque chose à souligner, sachant qu'ATIDI, aujourd'hui, offre des garanties à plusieurs émetteurs d'eurobonds. Peut-être préciser pour nos téléspectateurs, ATIDI à demain peut-être. Donc ATIDI, c'est une agence panafricaine basée à Nairobi. Donc pour le commerce, c'est une agence qui apporte donc des cautions à l'import-export, des garanties et qui apporte des couvertures sur certains risques, notamment des risques à l'import. Et comme les émissions d'eurobonds, c'est des investisseurs étrangers qu'on sollicite, ces investisseurs donc dans une logique de risking, donc coût de couverture, demande aux émetteurs de couvrir une partie des risques. Donc ATIDI intervient vraiment dans ce segment-là, que ce soit dans les dernières émissions du Bénin ou bien d'autres pays. Donc voilà, donc la bonne nouvelle dans ce sommet, c'est justement ces partenariats gagnant-gagnant autour des enjeux communs. Sur les axes d'investissement, sur l'économie bleue, sur l'intelligence artificielle, ce sont les moteurs, et sur la transition énergétique d'une manière générale, ce sont les nouveaux moteurs du développement économique. Certes, l'industrialisation reste incontournable, c'est-à-dire la transformation de nos matières premières agricoles en particulier, et la transformation aussi de notre potentiel minier et pétrolier reste très important, parce qu'il faut capter plus de valeur en Afrique, créer plus d'emplois. Ça, c'est important, mais là, cette partie-là passe par l'implication de nos États, de nos secteurs privés et par l'agrégation de nos forces, parce qu'on a un groupe comme Dangote, qui est l'un des géants, qui a annoncé de grosses raffineries, mais on aimerait que derrière Dangote, il y ait un petit peu des groupes moyens, transnationaux, qui puissent, à travers des groupements, répondre à ces défis. Comment? Et là, ce n'est pas la France qui va le faire, c'est à nous aussi de donner l'impulsion et derrière d'inviter les partenaires étrangers à venir s'impliquer. Juste pour finir, je disais que le timing de ce sommet est intéressant aussi, puisqu'il intervient quasiment à quelques semaines du sommet Afrique-Inde, qui se tient fin mai. Donc, Afrique-Inde, là, on passe à une échelle incroyable, parce que la France, avec tout ce qu'on a dit, c'est moins de 30 milliards quand même d'échanges avec l'Afrique, 30 milliards de dollars, alors que là, on est complètement dans des 80 milliards et plus. Et quand on parle de la Chine, c'est autre chose encore. On est rien que sur l'année 2025, c'est plus de 100 milliards d'échanges entre l'Afrique, 120 milliards même d'échanges entre l'Afrique et la Chine, bien sûr avec un déficit colossal.
Et donc la balance penche du côté de la Chine, alors que sur la France, aujourd'hui, la balance penche plutôt du côté de l'Afrique. Alors revenons sur un point très important que vous avez évoqué, l'entrée de la France dans le capital d'Atidi. Quel impact pour le continent africain? Alors Atidi, c'est une compagnie d'assurance, en quelque sorte. Elle a toujours besoin de plus de fonds propres, parce que pour une compagnie d'assurance, pour assurer donc la couverture de certains risques, vous devez répondre de votre capacité à les assurer, c'est-à-dire de votre capacité à les mesurer sur vos fonds propres. Donc ouvrir le capital d'Atidi à de nouveaux actionnaires revient à donner plus de force à l'Atidi. Et comme l'Atidi, comme toutes les agences ou bien toutes les compagnies d'assurance, cherchent des actionnaires de premier rang, c'est-à-dire des actionnaires bien notés, donc la France est un actionnaire noté A et double A. Donc comme d'autres actionnaires comme par exemple la KfW aussi et d'autres institutions et pays, la banque publique allemande. Donc elle essaye d'attirer dans son tour de table des actionnaires de premier rang pour lui permettre encore d'augmenter sa notation, donc sa crédibilité, et de pouvoir encore couvrir plus d'opérations vers l'Afrique. Continuons à décortiquer ce qui s'est passé à Nairobi. Macron, le panafricaniste, contre le recul français en Afrique. Donc, l'enthousiasme panafricaniste de Macron n'est-il pas contredit par les chiffres sur le recul militaire des entreprises et banques françaises en Afrique? Je commence avec vous, Adama. Oui, hélas, je dirais que Emmanuel Macron, quand même, il est intéressant. Par sa jeunesse d'abord, et par donc cette orientation Afrique quand même. Je parlais du discours de Ouagadougou qui était venu pour faire oublier le fameux discours de Dakar de Nicolas Sarkozy, donc apporter des corrections. Mais je dirais que il y a une chose quand même fondamentale. Il a pris plusieurs initiatives, mais souvent ces initiatives n'ont pas été, en tout cas, à mon avis, couronné des succès attendus. Quand il a été élu, il a mis en place cette fameuse, je ne sais pas, est-ce que c'est une fondation ou bien un gouvernement parallèle. Il a pris quelques Africains très connus de la diaspora. Donc, et il a fait des ambassadeurs bis pour l'Afrique. Je pense qu'on n'en parle plus. Donc, cet élan autour... quelques-uns sont devenus d'ailleurs ambassadeurs à temps plein, mais ça n'a pas marché parce qu'ils pensaient tenir à travers ces personnalités influentes un petit peu l'opinion publique des diasporas. Deuxièmement, sur les chiffres, effectivement, sous son magistère, comme d'ailleurs sous celui de Hollande, la France a continué de reculer dans les échanges. Aujourd'hui, le premier client de l'Afrique, son premier fournisseur aussi, c'est plutôt la Chine. Et derrière, vous avez des pays comme l'Inde. Sur les infrastructures, vous avez la Turquie, donc, qui se positionne de plus en plus, la Turquie, la Chine, etc., et même parfois le Brésil. Donc la France reste quand même important, puisqu'avec des échanges estimés entre 25 et 30 milliards de dollars avec l'Afrique, mais avec des clients, et ça peut-être c'est ça qui va nous étonner, qui sont loin du précaré, puisque les premiers clients de la France ont pour nom l'Afrique du Sud, l'Algérie, donc ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas le Togo. Et l'Afrique, quand même, c'est étonnant, représente à peine 2% du commerce extérieur français. Donc là aussi, il va falloir raison garder par rapport à certaines théories complotistes qui disent que sans l'Afrique, la France ne pourrait vivre. Peut-être que les chiffres aussi sont mal calculés, mais en tout cas, l'Afrique représente moins de 2% du commerce extérieur français. Alors, Rivo, d'aucuns disent que la France n'a plus les moyens d'imposer, elle doit séduire, d'où le discours de Macron à Nairobi. Alors, il y a une partie que je partage sur l'analyse d'Adama et une partie que je ne partage pas. Ce qu'Adama a oublié, c'est que pourquoi on dit souvent que l'Afrique est, comment dirais-je, en fait, la source du moins de la richesse de la France. C'est-à-dire que n'oublions pas, jusqu'à récemment, Adama,
plus de 80% du moins des comptes d'opération des 14 pays étaient laissés au Trésor français. Ça, c'est le premier point. Pardon, de quel pays vous parlez? Non, mais 14 pays. Pour les lecteurs. Non, mais je veux dire, tous les pays sous la zone franc CFA, jusqu'à récemment, on impose la réforme, 80% de leurs réserves étaient obligatoirement en fait laissées sur le compte d'opération en fait en France. Ça, c'est le premier point. 50%. Voilà. Maintenant, il est descendu. Mais, deuxième point. Aujourd'hui, l'Afrique, jusque-là quand même, l'Afrique a été vue par la France comme un marché acquis. Ça, il faut le dire, c'était un marché acquis. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de se battre, il suffit juste. On venait et les Africains devaient acheter. Pour preuve, jusqu'aujourd'hui, par exemple, je regarde en termes d'édition, peut-être qui concerne en certaine mesure, en fait, ici, du Financial Afrique. Par exemple, tout ce qui est livre scolaire, tout ce qui est manuel scolaire, c'est édité par qui? C'est édité pour le moment un monopole par une entreprise française. Là, vous parlez du cas du Sénégal. Non, c'est-à-dire que moi, je parle de la plupart des pays dans lesquels la France fait un truc de précaré. Donc, ce que je veux dire juste par là, c'est que, au fur et à mesure des temps, les Africains, en fait, se sont ouverts. C'est-à-dire, OK, si on benchmarkait, en fait, l'offre, et c'est juste ça, en fait. Après, pour moi, c'est juste une loi une loi de concurrence. Pour parler du Sénégal, quand on pose la question, finalement, à ceux, par exemple, qui ont participé à l'appel d'offres pour construire le port de Ndayane ici au Sénégal. Donc, pour nos téléspectateurs, ceux qui ne sont pas au Sénégal. Donc, 50 km de Dakar. Voilà, donc ça dit que c'est un nouveau port moderne pour, du moins, qui va désengorger, en fait, le port autonome de Dakar, qui est en plein centre, de la ville. C'est-à-dire, quand on regarde, c'était le consortium mené par Eiffage. Il n'a pas été retenu, c'est DP World en fait qui a été retenu. Et quand vous posez la question à ceux qui ont décortiqué l'appel d'offres, ils disaient que l'appel d'offres, du moins l'offre de Eiffage était 20% supérieure, c'était ça en tout cas, par rapport à ce qui était proposé en fait par les autres. Donc, c'est ça que je dis en fait, c'est-à-dire que c'est juste en fait le marché. C'est-à-dire que si sur le marché vous n'êtes pas compétitif, Dominique, mais en fait les autres choisissent naturellement ceux qui sont compétitifs. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je ne suis pas dans c'est-à-dire que moi, je souhaite que la France commerce davantage avec l'Afrique. Mais il faut qu'il commerce davantage avec les produits qui sont adaptés et adaptables à notre économie. C'est ce que les Chinois ont parfaitement bien compris. C'est-à-dire que nous n'avons pas un pouvoir d'achat énorme. Les Chinois l'ont parfaitement bien compris. La preuve, les téléphones, je ne vais pas citer de marque, ils ont développé des smartphones spécifiquement dédiés pour l'Afrique parce que c'est conforme en fait à notre pouvoir d'achat. Mais un téléphone, pas au rabais, un téléphone qui permet du moins des performances aussi meilleurs que ceux finalement qui sont produits sur le marché. Donc la perte en fait pour moi c'est comme toute entreprise en fait. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas compétitif, les concurrents, mais ils prennent les parts de marché. Donc le fait que la France aujourd'hui pèse que les chiffres je pense tournent autour de 5%, je ne sais pas d'ailleurs d'où viennent les 5%, mais il faut juste que les entreprises françaises peut-être s'intéressent davantage, mais après aussi peut-être c'est une question de choix. Question de choix, c'est-à-dire que comme nous avons un pouvoir d'achat faible, c'est ça aussi, c'est-à-dire que notre économie, c'est marqué par le pouvoir d'achat faible qui n'est pas soutenu, par exemple, comme en Europe, qui est dopé par le crédit. Donc, ceux, par exemple, qui veulent nous vendre des produits, ils disent, écoutez, nous, on vous vend, par exemple, si on prend l'exemple des véhicules, nous, les véhicules coûtent X millions, nous, on sait que vous n'avez pas les moyens, mais il faut finalement que vous ayez accès au crédit. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas accès au crédit. Donc, ils font le choix peut-être d'aller en Afrique du Sud ou peut-être d'autres pays où peut-être leurs affaires marcheraient davantage. Donc, moi, je ne suis pas choqué sur ça. Au contraire, je trouve que c'est normal et que peut-être aussi que les entreprises françaises, l'Afrique, contrairement à ce que la plupart pensent, peut-être ce n'est pas le marché de prédilection pour eux. Peut-être ils préfèrent l'Asie ou du moins le Moyen-Orient. Alors, je vais rester avec vous. Et vous, tout à l'heure, lorsque vous étiez en train de nous ramener un peu dans la naissance même de ce contexte de panafricanisme, vous avez tout simplement dit que c'était pour s'unir. Mais on a comme l'impression que le panafricanisme économique avance à pas de tortue. On parle de sommet France-Afrique, Afrique-Chine, Afrique-Turquie. Là, vous disiez Afrique-Inde. Mais à quand le sommet Afrique-Afrique? Mais c'est là, je pense que c'est une réflexion très pertinente, Dominique, et je pense que nous ne sommes pas les seuls à pouvoir le faire. C'est une décision politique, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à Nairobi, la France a réuni plus d'une trentaine de chefs d'État africains. Là, bientôt, Dama l'a évoqué tout à l'heure, Afrique, Inde. Après, maintenant, il y a Afrique, Turquie, j'ai vu même Afrique, Italie, maintenant. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça que j'ai dit, en fait, le panafricanisme. C'est-à-dire que, quand le président Macron disait qu'il est panafricaniste, est-ce que lui, il œuvre pour l'Afrique, pour que l'Afrique s'unisse, ou plutôt, en fait, il œuvre pour son pays, pour que son pays puisse prospérer? Mais jusqu'à preuve du contraire, il est président de la France, et son job à lui, c'est de faire en sorte que la France, en fait, puisse prospérer. C'est-à-dire aussi bien culturellement, aussi bien économiquement, aussi bien
tout ce qu'on souhaite. Donc, ça, pour moi, c'est l'échec de tous les dirigeants africains. Et là, je reviens encore. C'est-à-dire que quand on regarde, quand on analyse, et moi, je suis vraiment désolé, c'est-à-dire que ça me désole et je suis navré, et du coup, par rapport à cette jeunesse, c'est-à-dire que quelle perspective, qui est aujourd'hui les dirigeants africains qui portent le panafricanisme sans être traités en gros du moins de, comment on appelle ça, là, du moins de populistes. Parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que quand vous venez en fait avec cette idéologie qui est noble, qui reste noble, on vous traite finalement de populiste. Après, ça a été galvaudé, ou peut-être il y a d'autres activistes qui l'ont porté de l'avant, mais mine de rien, quand on analyse aujourd'hui, aussi bien depuis l'Afrique de l'Ouest, là où nous sommes, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, qui est le président? Et l'Afrique du Nord. Et l'Afrique du Nord, qui est le président où l'autorité publique et politique est en place, qui prône? Le dernier qui l'a prôné ouvertement, il est décédé, il s'appelle Muammar Kadhafi. C'était le dernier. C'est-à-dire qu'il en a fait, d'ailleurs, il en avait proposé, je vais faire le dinar or, c'est-à-dire que fait le dinar taxé or, c'est-à-dire qu'il finançait, c'est-à-dire qu'il croyait à cette idéologie. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, là on revient, la réalité c'est que tous les pays se recroquevillent sur leur territoire sans avoir cette vision que les Sud-Africains qui expulsent. Là, je m'adresse aux Sud-Africains. Je ne sais pas, bon, après ça va être traduit, j'espère. Mais ils ne sont pas les seuls. Non, mais c'est-à-dire parce que c'est la Tunisie il y a quelques années. Oui, bien sûr, mais pour le moment, c'est eux. C'est-à-dire que c'est eux. C'est-à-dire que moi, je m'adresse aux Sud-Africains. C'est-à-dire que le fait d'expulser les Ghanéens, le fait d'expulser les Zambiens, le fait d'expulser les Zimbabwéens et les Nigérians, c'est-à-dire que si on applique la même politique, c'est-à-dire que les gens, en fait, qu'ils expulsent, ce sont des petits gens. Mais si on applique cette même politique jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire que MTN, c'est leur multinationale, Shoprite, c'est leur grande distribution. Donc si les Africains, Shoprite en Afrique de l'Est, au Kenya, au Congo, même chez nous, à Madagascar, on a des Shoprite. Si on les décide en fait de sortir de nos marchés, parce que nous aussi finalement, on veut développer notre propre zone de distribution. Si les Nigérians sortent de ce marché avec MTN, le premier ou deuxième opérateur économique important, je ne sais pas quel est leur rang dans leur marché, vous voyez ou pas? Donc, on va tous être en fait perdant-perdant. Et ce qui est dingue en fait en Afrique du Sud, je trouve que c'est le retard que le président sud-africain en fait prend en termes de décision politique, même quelquefois même, je me demande même si il ne l'instrumentalise pas par rapport à une fois encore, pour une vision court-termiste en fait, du moins de cette chose. Donc, je suis vraiment navré le fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de dirigeants qui portent en fait cette union. Après, là on voit bien, c'est pour ça que les Italiens, est-ce qu'on peut imaginer que l'Italie, avec tout le respect que je dois à l'Italie, puisse réunir 54 pays, tout un continent en fait, pour discuter avec l'Italie? Parce que justement, on n'est pas unis, on vient, qu'on appelle ça, éparpillé. Et juste pour finir, et là je m'interroge encore, et je pense que je l'ai fait lors de mes précédentes émissions, le rôle de l'Union africaine. À quoi sert ce machin? Je l'appelle le machin. À quoi sert le machin? Pour moi, il sert strictement à rien, parce que son rôle, justement, c'est à eux de devoir organiser ce type de rencontre Afrique-Afrique, parce qu'ils portent le titre de l'Union africaine. Voilà, c'est ça, l'Union africaine. Donc, c'est désolant pour moi la situation. Voilà. Perte d'influence de nos dirigeants, on parle à quand le sommet Afrique-Afrique où tout ce genre de sujets seront élaborés. Vous pensez que c'est réellement une perte d'influence également de nos dirigeants? Je comprends le pessimisme de Rivaux qui est nourri par la réalité quand même. C'est vrai qu'on aimerait un vrai sommet Afrique-Afrique parce qu'il y a quand même le sommet, les deux sommets qu'organise chaque année l'Union africaine. Donc, c'est des sommets, c'est d'ailleurs dans ce genre de sommet que les grandes décisions sont prises, notamment la naissance de la zone de libre-échange continentale, sa signature et sa ratification en un temps record. Ça donne des indicateurs positifs quant à l'engagement, même peut-être théorique, mais quand même c'est un engagement de nos États. Et après la ratification de ce traité majeur, à mon avis, c'est le seul traité important qu'on a fait depuis 1960, parce que ce traité, quand même, il est concret. Et après sa ratification, il y a la phase de transposition dans les lois nationales. Et à ce jour, on a à peu près 13 pays
à 15 qui l'ont déjà transposé dans nos lois et qui commencent à appliquer les démantèlements tarifaires tels que prévus par l'Union africaine. Quelques écueils, c'est notamment la question fondamentale de la règle d'origine, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un produit africain, qu'est-ce que c'est qu'un produit non africain, est-ce qu'une voiture assemblée en Afrique, elle est africaine, à partir de quel taux d'intégration elle doit être considérée comme africaine. Idem pour les textiles aussi, puisqu'il y a beaucoup de sous-traitance, de co-traitance aussi. Donc, on est sur des questions techniques qui sont loin du populisme panafricaniste d'antan, parce que quand on parlait de populisme, on parlait du panafricanisme d'Osiris, c'est-à-dire la main sur le cœur, les proclamations intempestives à l'unité, les chants glorieux sur le passé africain, sur les grandes chartes qu'on a signées il y a des siècles. Moi, c'est ça que j'appelle le panafricanisme populiste. Par contre, le panafricanisme pragmatique a une perspective de construction d'un marché unique, concret, avec comme moteur la mobilité des facteurs de production, la création d'un ciel unique pour l'Open Sky, la création d'un marché de travail ouvert à la jeunesse africaine. Donc ça c'est des choses concrètes. Et je pense que ceux qui portent ces idéaux, qui ont été finalement transposés dans la ZLECA, sont tous sauf populistes, c'est les panafricanistes pragmatiques. Et je vois qu'il y a un hiatus entre les panafricanistes romantiques et les panafricanistes pragmatiques, travailleurs, ingénieurs. Et ce courant-là, c'est le courant porté par Feu Houphouët-Boigny, parce qu'il a démontré d'ailleurs avec sa Côte d'Ivoire à lui, qu'il a façonné, et qui a été un pays qui a construit son miracle, sur le premier miracle ivoirien, le miracle du cacao, avec aussi l'afflux des cadres et la création d'un espace d'intégration africaine. Donc il a démontré à son corps défendant qu'en attirant des cerveaux, des talents, on peut créer un développement. Le développement, ce n'est pas seulement la transformation de la pierre, l'industrialisation, ce n'est pas seulement la transformation des matières premières, mais c'est aussi par des matières grises, de la matière grise. Et en Afrique, le paradoxe, c'est que beaucoup se proclament panafricanistes et ils développent en fait des politiques nationalistes. Quand on prend Laurent Gbagbo, moi je dirais que ce n'était pas un panafricaniste, c'était un nationaliste. Comme je dirais que quelqu'un comme Houphouët-Boigny, oui, c'était un panafricaniste. C'était pas un nationaliste. Et cela n'engage que vous. Est-ce que je peux répondre parce que je ne partage pas. Très important. Je ne partage pas en fait l'analyse d'Adama. C'est-à-dire que quand il dit le panafricanisme d'Osiris, c'est ça qui nous retarde. Mais moi je dis Adama. Non, ne retarde pas. Si, parce que ne retarde pas. C'est-à-dire que le pagne, c'est comme on parle le proverbe. En fait, le panafricanisme pragmatique et le panafricanisme, c'est ce que tu as dit, tes propos d'Osiris, c'est-à-dire que romantique quelque part, la main sur le cœur, on dit finalement que nous sommes panafricanistes, mais on n'arrive pas à avancer. Moi, de mon point de vue, justement, on n'arrive pas à avancer à Adama parce qu'on ne proclame pas suffisamment en fait, le fait que nous sommes panafricanisme d'Osiris. Osiris, c'est qui? En fait, c'est ça, c'est notre histoire. Je te rappelle juste en fait la Chine, parce que toi, tu as l'air de dire que l'histoire ne compte pas. Quand tu parles avec les Chinois, là encore, le président Xi, le président Xi, en fait, lorsqu'il parle actuellement, qu'est-ce qu'il fait référence? Il fait référence systématiquement à l'histoire de la Chine, au confucianisme en fait de la Chine. Quand tu as dit finalement que nous, on se réfère avec des chartes finalement qu'on a signées des siècles, mais je te rappelle, la Chine, lorsqu'il parle, il se réfère systématiquement à leurs 5000 ans d'histoire, par rapport à leur stratagème, par rapport à Confucius, par rapport à leur histoire. Et justement, moi, je trouve que la partie économique, on a du mal parce qu'on n'a pas cette idéologie. Et d'où toute l'œuvre en fait de Cheikh Anta, toute l'œuvre politique de Nkrumah, mais quand je l'ai dit à l'entame de mon propos, leur ligne n'a pas été, en fait, leur ligne n'a pas gagné. C'est la ligne que toi, moi je respecte, la ligne de Houphouët avec Léopold Sédar Senghor, justement cette ligne panafricaniste en disant, nous devons d'abord nous développer chez nous-mêmes avant finalement de construire. C'est ça en fait la ligne en gros. Moi je ne partage pas cette ligne. Je me suis juste permis de rappeler que le premier miracle ivoirien a été construit sur l'ouverture et qu'à mon sens, Houphouët-Boigny était beaucoup plus panafricaniste que ne l'est Laurent Gbagbo. Parce que là,
il prônait justement l'intégration africaine en accueillant les Africains de tous les horizons. Et ces Africains, et c'est une alliance gagnant-gagnante, parce que ça a créé justement une concentration de matières grises qui ont aidé la Côte d'Ivoire à réaliser ce premier miracle. Là, je te rejoins, Dama. Là où je te rejoins, c'est que effectivement, après, toi, tu es un excellent journaliste, donc tu as peut-être une analyse fine par rapport aux deux personnages que tu dis, mais moi, je constate juste, en fait, c'est-à-dire que moi, je dis juste, si tu dis effectivement, il faut qu'on fasse de l'ouverture africaine pour éviter le nationalisme que nous rencontrons actuellement, je ne peux que te rejoindre. Mais moi, je dis juste, c'est que toute la partie ZLECAf qui bloque, parce qu'il y a toute une idéologie. Les Chinois, ils ont assumé le fait que, si on pose la question aujourd'hui, est-ce que le communisme marche? La réponse est oui. La Chine, jusqu'à preuve du contraire, reste un pays communiste. Officiellement, faucille et marteau, c'est ça sur leur drapeau. Est-ce que le communisme marche? La preuve, oui. Maintenant, les Chinois, ils ont adapté une posture, c'est-à-dire qu'à partir de cette idéologie politique, ils ont en fait adapté une vision depuis Deng Xiaoping beaucoup plus pragmatique, peu importe la couleur du chat, à partir du moment qu'il attrape la souris. Donc, ce que je veux dire juste, c'est que nous n'arrivons pas, peut-être pour faire la transition par ce que tu dis, c'est-à-dire que nous n'arrivons pas à avancer, Dominique, parce que justement, nous ne proclamons pas, en fait, pour moi, de notre histoire. Comment on va faire? Nous, on est balancés entre les libéraux, ou du moins de gauche ou de droite. Mais ça n'a jamais fait. Peut-être nous la proclamons beaucoup aussi. Non, mais justement, c'est-à-dire que, construisons alors, c'est-à-dire que font nos intellectuels? C'est-à-dire que les autres, les Chinois aujourd'hui, lorsqu'ils ont fait leur idéologie, il faut encore, moi je regarde beaucoup la Chine, hein. Quand les Chinois, même les Japonais, je peux regarder encore les Japonais. Là, vous parlez du pragmatisme chinois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, Adama, ils ont pris leur propre économiste, ils ont adapté en fait la théorie de Keynes, la théorie de Friedman, tout ce que tu veux, par rapport à leur réalité. Et c'est là-dessus qu'ils se sont ils se sont construits. Mais nous, quand on dit finalement ZLECAf, Adama parlait tout à l'heure, à quel moment on fait, du moins, ses origines africaines ou pas africaines. Mais c'est pas ça déjà. C'est-à-dire que, pour moi, on devrait, pour synthétiser mon propos, nous devons justement, en tant que panafricains, développer davantage, pour moi, le dire, le proclamer haut et fort. Et j'incite les intellectuels, c'est ça le travail des intellectuels, Adama. Ils doivent produire les œuvres. Les autres, ils l'ont fait. Les chers ont ta job, c'est-à-dire que si tu dis aujourd'hui qu'il faut qu'on dépoussière naturellement. Mais où sont les œuvres des autres? Mais moi, j'ai plutôt l'impression que les autres sont plutôt des répétiteurs. Ah, Friedman a fait ça. Ah, tiens, qu'on appelle ça, la Hayes a fait ça. Ah, tiens, nous, il faut qu'on fasse ça. Mais où sont nos œuvres? Où sont nos lignes, en fait? Où sont notre innovation? C'est ça, en fait, moi, je le dis. Alors, tout à l'heure, il a dit, Adama, que le panafricanisme pragmatique passe par la ZLECA, si j'ai bien compris vos propos. Par l'intégration africaine. Par l'intégration africaine, par la ZLECA, la ZLECA prend l'intégration et prend tous ces facteurs en ligne de compte. Alors, pourra-t-elle se mettre en place dans un contexte déjà de montée de force des mouvements nationalistes et de la xénophobie un peu partout, comme vous le décrivez tout à l'heure? Dominique, mais qui devrait porter ça? Il y a un machin qui s'appelle l'Union africaine. Ils font quoi? Toute l'année, ils font quoi? Ce serait pas un peu trop osé de la Non, mais bien sûr, c'est un machin. C'est-à-dire que justement, c'est-à-dire que leur job, c'est-à-dire que comme le président, comme je disais tout à l'heure, le président Macron, comme la première ministre italienne, comme Modi, du moins le premier ministre Modi en Inde, comme le président Xi, eux, ils portent leur pays. Quel est le rôle de l'Union africaine? Ils doivent au moins porter quand même la voix africaine, n'est-ce pas? Ils doivent au moins décliner de manière opérationnelle dans chaque pays. Où sont les réunions? Alors, bon, ils sont adeptes de réunions. Bon, moi, je suis moins adepte de réunions. Où sont les approches pragmatiques? Ça, c'est eux, en fait, du moins, qui doivent le faire. Bon sang. Ils font quoi? À part, du moins, de rester là où ils sont, du moins dans leur bureau. Ils ne font strictement rien. Donc, c'est ça, je l'ai dit, en fait. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont pondu quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place quelque chose sur le théoriquement, en fait, ça semble être bon. Mais ça ne résiste pas à la réalité, en fait. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas d'idéologie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de théorie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose sur lequel, en fait, ils se sont basés demain pour le faire. Donc, pour moi, ça, c'est le rôle de l'Union africaine de faire en sorte que la ZLECAf, on puisse l'approprier. Aujourd'hui, on voudrait bien exporter, du moins de Dakar au Cameroun, de Cameroun au Zimbabwe, de l'Angola, finalement, peut-être au Niger, du Mali, jusqu'à Madagascar. Mais c'est ça le rôle, du moins du ZLECAf. En plus, quand on regarde bien, tous ces pays-là, ils ont tous des avantages comparatifs incroyables. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais pourquoi on ne commerce pas? C'est-à-dire que quand on regarde juste théoriquement, on va dire oui, c'est bien la ZLECAf, oui, on fait une réunion, il faut signer par là, mais où ils sont en fait? Où sont les gens pour l'adapter en fait, de manière opérationnelle? Adama, à entendre Rivo, on a comme l'impression que toutes ces réunions qui se tiennent à Addis Abeba ne servent à rien.
Le Rivaux exprime l'opinion dominante auprès des Africains, parce qu'ils ne voient pas les réunions des commissions, de nombreuses commissions qui ont été constituées justement pour la mise en œuvre de la ZLECAf, avec un calendrier échelonné jusqu'à 2063. Et ces réunions, il y a des commissions, par exemple, du commerce, les ministères des commerces africains qui se réunissent à une cadence répétée, justement pour traiter de ces questions de règles d'origine. Non, mais quand même, la règle d'origine, aujourd'hui, il ne reste que 2 produits qui posent problème, c'est les textiles et l'automobile. Oui, mais est-ce que c'est effectif, Adam? C'est ça ce qu'on Non, comme j'ai dit, certains pays ont déjà transposé la ZLECAf, d'autres n'ont pas encore, parce que vous savez, le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique, c'est 54 pays, c'est pas comme la Chine. La Chine, c'est une unité centrale, c'est un parti communiste avec des membres qui sont là, cooptés, etc. Mais c'est ça a l'avantage justement de plus de pragmatisme. Mais en Afrique, vous avez 54 pays. Oui, mais c'est censé être le rôle de l'Union africaine, Adama. Mais justement, c'est l'Union africaine qui a créé ce cadre quand même. Oui. Ces concertations qui ont permis de faire naître la ZLECAf, de signer le traité, de le ratifier et pour certains pays de le transposer. Donc là, quand même, la dynamique, elle est extrêmement positive. Maintenant, vous savez que chaque pays... Théoriquement, c'est-à-dire... Non, chaque pays a son parlement qui représente son peuple. Oui, mais donc malheureusement, on ne peut pas le dire, malheureusement, il faut passer par le parlement. Oui, mais c'est tout ça que je dis. Et puis, il y a des groupes de pression. Je donne par exemple un exemple. Au Nigeria, par exemple, les opérateurs économiques sont anti-ZLECA. Ils ont pendant longtemps essayé de freiner en pensant que ça allait leur enlever leur soi-disant suprématie. Le problème de l'Afrique... Et en fin de compte? En fin de compte, ils ont adhéré, mais à reculons. Le Nigeria et l'Afrique du Sud sont les 2 derniers à avoir ratifié. Attention, c'est hier. Et le malheur de l'Afrique, finalement, c'est que là où l'Union européenne est née autour du charbon et de l'acier, avec aussi 2 leaders qui sont forts, le général de Gaulle et Adenauer, qui ont essayé de sacrifier leurs avantages en tant que leaders de l'Europe continentale pour attirer les petits pays, l'Espagne, le Portugal, etc., le Luxembourg. Ils ont renoncé donc à leurs acquis de situation de monopole pratiquement sur plusieurs domaines pour dire on préfère construire quelque chose de grand. Or, en Afrique, c'est les 2 grands leaders, l'Afrique du Sud et le Nigeria, qui ont tout fait pour ne pas adhérer. Donc, on a une mentalité inversée, où le leader pense que les petits vont lui enlever son pain. Vous vous rappelez entre le Nigeria et le Bénin, cette fermeture unilatérale de la frontière. Pourquoi? Parce qu'ils avaient dit que l'activisme du Bénin, du port de Cotonou, a des impacts négatifs sur le Naira. Donc, du jour au lendemain, sans tenir en compte des traités de la CEDEAO, des traités justement de l'Union africaine, le Nigeria a fermé et un beau jour, ils ont rouvert. Donc, on est quand même dans des contextes très différents de la Chine. D'ailleurs, pour moi, l'Afrique doit être la Chine du XXIe siècle à travers cette ZLECA. On est très loin des États-Unis. Les États-Unis du XIXe siècle qui sont construits autour des grandes infrastructures comme le train Est-Ouest. Et nous, en Afrique, la seule alternative qui nous reste, c'est déconstruire la verticalité qui est imposée par la colonisation et construire cette horizontalité à travers un commerce intra-africain qui avance, mais avec aussi, il faut en tenir compte, le nationalisme africain. Parce que beaucoup de pays hésitent sur, par exemple, le traité sur la libre circulation des personnes et des biens. C'est parmi d'ailleurs sur la libre circulation et le droit d'établissement, c'est là où beaucoup de pays ne veulent pas céder. Est-ce que je peux répondre rapidement? On aborde le dernier virage de cette antenne. Comme dit un sage, même la nuit, le lait est toujours blanc. Il faut qu'on nomme des choses, Adama. C'est-à-dire que toi, tu dis que c'est l'Afrique du Sud maintenant et que c'est le Nigeria. Mais Adama,
Ça, j'aurais pris ton argument s'il n'existait pas l'Union africaine, mais justement, c'est son rôle. Ils échouent, Adama. C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer un pays, les Chinois l'ont parfaitement compris. Est-ce qu'on peut plus être plus bureaucrate que les Chinois? Non, pourtant ils avancent. Nous sommes des bureaucrates nés. C'est-à-dire que ces gens-là, ils font que des réunions. Des réunions. Tu dis des réunions au ministère du Commerce, mais ce n'est pas ça dont on a besoin d'eux. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils trouvent en fait une solution. Clairement, pour moi, les responsabilités, c'est l'Union africaine. C'est pour ça que tu m'as posé la question tout à l'heure. Est-ce que moi, je suis dur? Non, je ne suis pas dur. Je vois juste la réalité. Et justement, l'Union africaine est là pour éviter justement que les deux premières puissances économiques africaines ne soient pas les derniers à signer ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des paresseux. Juste pour moi, ce sont des gens paresseux, du moins qui ne font pas le travail. Tout ce que je dis n'engage que moi. Mais moi, je dis juste, c'est que l'Union africaine, on doit la dissoudre. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien, sert strictement à rien. C'est-à-dire que je ne vois pas un projet que l'Union africaine a porté, qui nous a porté en fait une plus-value sur ce continent. Et la ZLECA? Non, mais la ZLECA, c'est juste théorie, Adama. Il y a quand même une mise en œuvre concrète. Je te pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise sénégalaise peut exporter en Angola et vice-versa sans droit de douane? La réponse est non. C'est en cours. Non, mais en cours depuis quand, Dominique? En cours depuis quand? N'oublie pas que c'est en 2014-2015. Regarde, on a commencé ça, il n'existait pas encore l'intelligence artificielle. Il n'existait pas encore l'émergence de l'intelligence artificielle. Vous voyez un peu comment le monde tourne? Est-ce que le monde nous attend? Quand on a commencé cette réunion-là, c'est-à-dire que quand ils ont commencé à réfléchir, la ZLECA, Fadama et Dominique, il n'y avait pas encore l'IA. Aujourd'hui, tout est revu en fait à cause de cette technologie-là. Et nous, on est encore là pour dire, ah oui, on a une réunion en fait finalement vendredi temps, est-ce que vos parlements en fait le fait? Est-ce que tu comprends ou pas, Adama? C'est-à-dire que est-ce que tout ça ne peut pas être réglé par l'IA? C'est-à-dire que le fait de dire à quel pourcentage, c'est ça en fait, c'est ça le problème de la technologie. Juste pour si c'est possible, juste de répondre rapidement. Vous dites que la Chine, elle est confucianiste, donc ça veut dire que c'est la sobriété, le travail. Donc c'est un peu ça la force de la philosophie chinoise. Mais l'Afrique, qui a certainement puisé dans cette tradition pour le porter à l'Union africaine, l'Afrique fonctionne par consensus. Et c'est lent, c'est difficile. Mais le problème, c'est la recherche permanente du consensus nous freine dans nos élans de progrès. Faut-il imposer la dictature? Dire voilà ce qui est bien pour vous. On va vous forcer à appliquer la ZLECA. Mais si les pays hésitent, des présidents élus disent que par exemple chez moi, ce projet il n'est pas populaire ou bien il n'y a plus urgent. Mais le mandat de l'Union africaine, c'est d'organiser justement ces cadres de concertation, de les maintenir à travers ces différentes commissions, à travers ces différentes commissions sectorielles, essayer que les ministres fassent converger leur politique. Et là, même l'Union africaine, c'est l'étage ultime. Parce qu'en dessous, vous avez les commissions économiques régionales. Donc, les communautés économiques régionales, comme la CEDEAO, comme par exemple la SADC. Donc, ces communautés transposent la règle, un petit peu, la convergence dictée par l'Union africaine à leur niveau, à leur base. Et les vraies résistances, elles sont plutôt, à mon avis, nationales. Et les vraies résistances, c'est là. Parce que la CEDEAO, par exemple, ils ont réussi quand même à faire la carte d'identité unique. Je pense que c'est un exemple aussi, le seul d'ailleurs en Afrique. Et il faut s'en féliciter. Oui. Donc là, en Afrique de l'Est, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de nationalisme. Oui, mais en fait, qui sont très forts, de conflits ouverts. Excuse-moi, Dominique, juste pour préciser mon propos. Adama, c'est-à-dire que moi, mon propos, juste, c'est pour te dire ce que toi, tu parles, en fait, c'est-à-dire, OK, ils se réunissent, mais personne ne les empêche de se réunir, mais nous, on veut un résultat. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que les ZLECA, quand ils ont pensé, lorsqu'ils ont réfléchi, lorsqu'ils ont écrit, il n'y avait pas encore l'IA. Aujourd'hui, toute l'économie qui tourne en fait autour de l'IA. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas finalement prendre cette technologie-là pour accélérer? Là, ça devait être accéléré. Et juste pour finir, toi, tu dis que finalement, que nous, on fonctionne avec des consensus. Mais si je raisonne à l'absurde, tu penses que les Chinois, ils fonctionnent par comment? C'est-à-dire que... Non, les Chinois... Je pense que ça sera... Nous ne sommes pas efficaces. C'est un bel exemple de dirigisme qui est là, qui travaille sur l'agenda. Mais ça marche sur le plan macroéconomique. Ben oui. Sur le plan individuel, peut-être il y a des frustrations. Oui, mais l'essentiel, c'est que là, on a des résultats concrets. Mais la Chine encore,
encore, c'est un seul État. Là, on parle de 54 États, cher ami. Je pense que ça fera l'objet d'une prochaine émission. Il faut également dire que les réunions d'Addis Abeba ont également permis de faire un peu reculer ces réticences et les adhésions se font progressivement. Nous allons chuter dans cette émission pour finir. Le panafricanisme n'est-il pas l'opposé du souverainisme? Adama, avec vous. Voilà, le terme le plus en vogue de nos jours, c'est parler de souverainisme. Et moi, je dirais, en répétant Lansana Gagny Sakho dans une excellente tribune publiée dans Financial Afrique, je dirais souverainisme déclaré, souverainisme proclamé, souverainisme déclamé. Ça, on le voit en Afrique, mais le souverainisme, à mon avis, c'est autre chose. Et là, ça me ramène au pragmatique, au pragmatisme. Ça me ramène justement à ces leaders qui, dès le début, ont compris que le vrai souverainisme passe d'abord par une transformation économique et sociale. Et la transformation économique et sociale ne peut se soustraire d'une offre abondante en énergie. Et là, je peux dire que les pays africains qui ont augmenté de manière très forte, qui ont doublé leur capacité énergétique, sont les pays qui se développent. Et derrière, il y a les infrastructures de base, sans lesquelles on ne peut pas parler aussi de souverainisme, de compétitivité. Il y a les services de base aussi, aux populations, la réforme de l'administration, un état civil clair, des actes de propriété inviolables. Et bien évidemment, pour couronner le tout, l'environnement des affaires. Parce que quand vous me dites, vous parlez de souverainisme, et si vous êtes le seul à décider dans votre pays, et que les journalistes sont en prison, et qu'il n'y a pas de voix dissonante, que les parlements sont suspendus, le Parlement qui est l'expression souverainiste même la plus claire, puisque le Parlement représente le peuple, et que vous êtes le seul en petit comité qui décide sur une légitimité contestable, et d'ailleurs contestée. Moi, je dis non, ce n'est pas du souverainisme, c'est du putschénisme. Là, tu fais référence à quel pays, Adama? C'est une imagination débordante dans vendredi. Alors donc, Rivo, à votre avis? Alors, d'abord, je voudrais peut-être, pour que le débat soit bien clair, peut-être... Vous n'êtes pas d'accord? J'y viens. Peut-être définir peut-être le mot souverainisme. Parce que c'est un concept, effectivement, qu'on les déclame tous les jours. D'abord, c'est d'abord un concept juridique. D'abord, c'est un concept juridique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une définition de souverainisme en économie, mais d'abord, c'est un concept juridique qui dit quoi? En fait, qui donne à l'État le pouvoir, d'accord, de diriger, de légiférer sans qu'aucune autorité supérieure, en fait, lui dise qu'est-ce qu'il a à faire. C'est ça, en fait, le souverainisme. Maintenant, on le décline, c'est-à-dire qu'un État est souverain lorsqu'il a la capacité, finalement, de définir son territoire, lorsqu'il bat monnaie, ou lorsqu'il définit sa politique étrangère. C'est ça d'abord, de moi, le souverainisme. D'accord? Maintenant, le panafricanisme. Est-ce que les deux sont antinomiques? Pour moi, non. C'est-à-dire que le souverainisme, on peut parfaitement être panafricaniste et souverainiste. C'est-à-dire que d'ailleurs, les pays dont tu fais allusion, c'est-à-dire que jusque-là, aucun pays n'a été cité. Oui, bien sûr. Si Dominique l'a fait dans sa question. D'accord. Mais je veux dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans certains pays, on peut le nommer, le pays de l'AES, qui effectivement... L'AES qui veut dire Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina et puis le Niger, qui ont pris, les juntes actuelles, ont pris le pouvoir par un coup d'État. Ça aussi, il faut le dire, il faut qu'on nomme des choses. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent tourner en rond aussi, mais c'est ça, en fait, la situation. Il faut voir, en fait, pourquoi. Parce qu'ils estimaient que le destin de leur pays, c'est-à-dire que les décisions majeures, ce qui eux, ils pensent relever de leur souveraineté, étaient prises ailleurs. C'était comme ça, en fait. C'est-à-dire, pour le cas du Mali, du moins pour ne pas les citer, c'est autour de Kidal par rapport à la présence de l'armée française. Même si on dit finalement, donc, je ne vais pas faire ici tout l'historique du Mali, mais c'était comme ça. C'est-à-dire qu'ils estimaient que pour défendre leur pays, ils devaient avoir leur mot à dire. Et ils n'estimaient pas, à tort ou à raison, que ces décisions n'appartenaient pas nécessairement au peuple malien. C'est pour ça qu'ils ont fait. Donc, c'est là juste en fait. Donc, maintenant, ce que je dis, c'est quoi à Dominique, c'est que, pour moi, ce n'est pas deux notions antinomiques. On peut parfaitement être souverain, réclamer être souverainiste et être panafricaniste.
Mais là où j'abonde réellement, je pense que été toujours la position d'Adama en termes d'ouverture. Je pense que c'est comme ça qu'il a pris l'exemple du moins de Houphouët-Boigny. Effectivement, à l'époque, les Burkinabés, il y avait beaucoup une diaspora burkinabé qui était finalement, du moins qui sont venus travailler dans le nord, finalement, en Côte d'Ivoire. Et ça devrait être d'ailleurs, en fait, qu'on appelle ça, là, une fois encore, notre philosophie en Afrique. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas, parce que, une fois encore, si on revient à l'histoire, tout l'œuvre de Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire que ce monsieur, je pense qu'il n'est pas suffisamment étudié. C'est tout son œuvre. Houphouët-Boigny. Non, ça ne dit pas Houphouët-Boigny. Cheikh Anta Diop. Mais quelle est la différence? Non, c'est-à-dire que Cheikh Anta Diop, c'est pour ça que je dis finalement pour aller dans ton sens. C'est-à-dire que pour lui, l'unité culturelle africaine, c'est ça en fait. C'est-à-dire que le Wolof qui est ici au Sénégal, il appartient à la même culture linguistique, c'est-à-dire ontologique, tout avec le Zoulou qui est en Afrique du Sud. C'est ça en fait, c'est ça tout son œuvre, c'est fort ça. Pourtant nous on pense que non, que les Zoulous là-bas ils sont trop loin, c'est pas nous, c'est le même peuple. C'est le même peuple. Donc, il faut revoir. Pour moi en fait, c'est pour ça, pour moi c'est l'échec de l'Union africaine tout ça. Parce que si la ligne de Monrovia a gagné, qu'aujourd'hui les gens en fait réclament peut-être un peu plus la ligne de Casablanca finalement qu'on puisse mettre entre les deux. Et là je suis d'accord avec toi, peut-être c'est là le consensus. Que font les intellectuels? Je sais que les intellectuels marginaux qui travaillent du moins sur la question. Ça devrait être quelque chose pour moi en fait de beaucoup plus volontariste, du moins de la part de nos États. Édifiez-nous sur l'idéologie parce que c'est à cause de ça que rien ne fonctionne en fait. On ne sait pas. On ne sait pas où on va. On fait là-bas, ouais, on est occidentaux, on est taxé d'occidentaux. On fait ça, on est taxé finalement de moins de trop africains. Pour moi, Dominique, les deux notions ne sont pas antinomiques. Au contraire, c'est deux notions complémentaires. On peut parfaitement être panafricaniste et souverain. Et on peut être parfaitement souverainiste et panafricaniste. En revanche, le nationalisme, comme dit Oscar Wilde, c'est la vertu des brutes. On est contre le nationalisme. Et ça n'a jamais été la doctrine d'aucun dirigeant africain lors de l'indépendance. Aucun. C'est-à-dire que c'était plus en fait, c'était davantage en fait plus le souverainisme, mais par la propagande, on les a traités de nationalisme. Parce que le nationalisme, c'est la violence, c'est le repli sur soi, c'est la haine de l'autre, c'est ça le nationalisme. Mais nous, on n'a pas eu ça. Le continent qui l'a expérimenté, puis je finis dessus, ça s'appelle en fait l'Europe. Le parti nazi, le parti national, je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est un parti nationaliste. Et d'ailleurs, c'est ça qui émerge en Europe. National-socialiste. Voilà, le parti national-socialiste. C'est exactement ça. Et donc, tout le mouvement en Europe qui naît là, en France avec le RN, en Italie avec Madame Meloni, même si elle veut se rattraper, etc. et tout, en Hollande, en Autriche, ce sont des gens nationalistes. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'ils ont la haine des étrangers. Et c'est ça, je trouve, qui est dangereux chez nous. Donc, il y a toute une confusion. Donc, j'appelle la jeunesse africaine à aller voir la définition du souverainisme, la définition de nationalisme, bien comprendre la différence entre les deux. Et du panafricanisme. Mais pour moi, le souverainisme et le panafricanisme sont complémentaires, mais nous refusons le nationalisme. C'est sur ces mots que se referme le grand débat d'aujourd'hui qui avait pour thème Africa Forward. Emmanuel Macron, panafricanisme. La question a été posée et nous y avons débattu dans le grand débat d'aujourd'hui. Merci à vous, Rivo Rati-Mondrézy, d'avoir apporté votre point de vue. Merci également à Adam. Merci. Je voulais juste dire que, excusez-moi Dominique, que attention à la concurrence entre les exclus en Afrique. Parce que ce qui se passe en Afrique du Sud, finalement, c'est les exclus du système, les Noirs sud-africains qui ont hérité d'un pays après la fin de l'apartheid et qui se sont retrouvés dans des territoires marginalisés, dans des ghettos, où les petits commerçants ouest-africains, les petits commerçants zimbabwéens se trouvent avec eux là-bas, tous exclus. Donc il y a la bataille des exclus, une bataille à mort. Parce que ces Noirs sud-africains, ils ne voient pas qui détient l'économie sud-africaine. Ils ne voient pas les grands champions de l'économie. Donc, ils se retrouvent dans des petits périmètres à s'entretuer. Et c'est ce qu'on voit en Afrique de l'Ouest aussi, parce qu'on a parlé de l'Afrique du Sud. Mais ici aussi, on parle beaucoup des petits commerçants guinéens. Ailleurs aussi... Mauritaniens. Donc, on est quand même dans cette petite querelle qui a une portée dangereuse en termes de violence et que certains leaders politiques
instrumentalisent pour arriver à leur fin. Donc le nationalisme est l'ennemi, pour moi, et du souverainisme et du panafricanisme véritable. Merci pour ce mot de la fin, Adam Mawad. Je pense que nous y reviendrons dans nos prochaines émissions pour en faire un débat. Merci surtout à vous pour la fidélité renouvelée à Financial Afrique chaque semaine ou toutes les 2 semaines. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour un autre numéro du Grand Débat. Mais d'ici là, restez connectés.